Bonjour à tous. Aujourd'hui, on a le Solution Pro consacré à l'offre globale RGE. Donc petit point technique avant de commencer. Donc vous, en tant que participant, votre webcam et votre micro sont désactivés. Et du coup, pour interagir avec nous, vous pouvez utiliser l'onglet Q&R pour poser vos questions et on va plutôt les prendre à la fin des deux interventions. Peut-être un petit mot d'abord sur l'Agence parisienne du climat. Donc, c'est une association qui a été créée par la ville de Paris il y a une dizaine d'années. Et sa mission, c'est d'accompagner les Parisiens dans la transition écologique et donc mettre en œuvre le plan climat de la ville de Paris. À ce titre, on est le guichet unique en matière de rénovation énergétique. Et donc, on va accompagner à la fois les particuliers et les copropriétés sur cette thématique en tant qu'Espace France Rénov de Paris. En matière de rénovation en copropriété, on utilise la plateforme Coach CoPro, qui est la plateforme nationale dédiée à la rénovation énergétique en copropriété. À l'échelle de la métropole du Grand Paris, vous avez 8 structures, dont l'Agence parisienne du climat, qui utilisent cette plateforme. Et donc, à chaque fois, lorsqu'une copropriété s'inscrit sur cette plateforme, vous avez derrière un conseiller qui est là pour prendre contact avec la copropriété et démarrer un accompagnement. Sur Coach CoPro, vous avez aussi des ressources accessibles. Ce soit à la fois de la documentation, des exemples de rénovation en copropriété et un annuaire de professionnels qui prend cette forme. C'est un annuaire sur lequel on a près de 500, 700 professionnels affiliés sur différents types de prestations. Et dans la barre de recherche, donc on a la possibilité d'identifier les professionnels qui sont RGE en fait sur l'offre globale, le sujet du jour. Donc on a à peu près une dizaine de professionnels certifiés. Donc ce Solution Pro, comme les autres, et ensuite peut être revisionné sur notre chaîne YouTube. Donc on a un Solution Pro par mois. Là, exceptionnellement, il y en a deux au mois de juin. Et donc, vous pouvez retrouver les prochains sur notre agenda. Je vous les présente juste ici. On a eu au mois de juin, la semaine dernière, une solution pro sur les aides financières à la végétalisation. Et là, donc le prochain, le 17 juillet, il y a une erreur dans le titre, ce sera plutôt sur Éco-Rénovons Paris Plus. Donc ça, c'est le prochain Solution Pro de juillet. Et aussi, je vous dis un petit mot sur la formation qui aura lieu le 24 et 25 octobre, qui est destinée aux maîtres d'œuvre et qui a pour but de vous présenter de manière générale comment on accompagne des copropriétés sur le sujet de la rénovation énergétique. Et donc, c'est une formation qui est réalisée avec la compagnie des architectes de copropriété. Donc, vous avez à chaque fois les liens pour vous inscrire à ces différents événements que vous retrouvez directement sur notre site internet. Donc, aujourd'hui, on a deux intervenants pour nous parler de l'offre globale. Donc, d'abord, Madame Maupin de l'association CERCAL. Et juste après, donc, on aura Monsieur Morera de Camille Famita pour nous parler aussi de la première intervention, plus sur nous présenter en quoi consiste la certification RGE Offre Globale, et puis derrière, voir concrètement ce que ça donne quand un professionnel dispose de cette qualification. Voilà, du coup, je vous propose de tout de suite enchaîner sur la première intervention. Donc, Madame Maupin, je vous laisse la main. Ok, ça met un peu de temps. Vous m'entendez? Oui, Ça met un peu de temps entre le moment. Je partage. Vous voyez mon écran? il arrive. Ouais, super. Voilà, il arrive. Bien, donc écoutez, bonjour à tous. J'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui l'offre globale à travers la mention RGE et notamment appliquée à la certification que nous appelons chez Cercal Certirénov. Juste pour vous dire qui nous sommes, Cercal est l'organisme certificateur de l'association Qualitel qui œuvre depuis 50 ans. C'est son 50e anniversaire d'ailleurs cette année.
dans la qualité du logement en France. Nous sommes mandatés par Avenir Certification pour délivrer la marque NF dans l'habitat, donc NF Habitat et NF Habitat HQE, et par convention, sous convention avec les différentes instances ministérielles pour délivrer la mention RGE offre globale apposée sur le référentiel qui s'appelle CertiRénov. Donc nous sommes ici Cercal et l'association Qualitel a également d'autres filiales sur la formation, l'expertise et notamment également le carnet d'information numérique du logement. Voilà, là c'est juste pour vous donner un aperçu de nos membres du conseil d'administration que vous connaissez certainement. Voilà, mais tout ce qui est acteur de l'offre du logement en France et les associations de consommateurs sont partie prenante dans les actions de l'association Qualitel et notamment également de Cercal. Nous avons au niveau de la rénovation deux offres de certification. La certification RGE offre globale, que je vous expliquerai tout à l'heure, et la certification NF Habitat pour tout le cycle de vie du logement et notamment avec des applications sur la maison individuelle de particuliers, le logement, la copropriété, les résidences-services et les établissements médico-sociaux. Alors, sur la rénovation globale, le sujet du jour et RGE, de quoi parle-t-on et à quoi ça sert? Donc aujourd'hui, vous le savez, il y a une mention RGE. C'est pas un label, c'est une mention qui a en fait trois visages. Le RGE offre global, dont je vais vous parler tout à l'heure, avec trois acteurs qui sont Cercal, avec sa certification CertiRénov, Certibat, avec sa certification Certibat, et Calibat, avec sa nomenclature efficacité énergétique sous le numéro 8632 et 8633. Cette mention RGE offre global, elle s'adresse aux entreprises qui réalisent des travaux d'amélioration de la performance énergétique dans le cadre d'une offre globale. Vous avez le RGE travaux, c'est celui que vous connaissez le plus, certainement, avec tous les organismes de qualification, Cadibat, Qualité-ENR, Qualifelec, etc., qui, là, sont des qualifications métiers sur des travaux monolos. Et le RGE études, qui là aussi fonctionne par domaine d'études, et plus par domaine de travaux, mais par domaine d'études, type l'étude audit énergétique, la programmation architecturale avec l'aspect AMO, ou des choses un peu plus techniques comme les chaufferies biomasse. Enfin, il y a différents domaines d'études qui sont dans ce RGE études. Et ici, ben, vous avez les organismes de qualification qui délivrent le RGE études. J'en reviens à tout ce qui est qualification et certification, quelle qu'elle soit. Tout ce qui porte la mention RGE, c'est encadré par l'arrêté, par un arrêté essentiel, qui est celui du 1er décembre 2015, qui vient également aller chercher d'autres arrêtés, mais le principal est celui-ci, avec une annexe pour les organismes de qualification et une annexe pour les organismes de certification. Et les organismes de certification que je représente doivent répondre à cet arrêté dans l'annexe 2. Et l'annexe 1 concerne la qualification. Alors, le RGE offre global, il sert à quoi? Il sert essentiellement pour faire bénéficier ses clients des aides. Alors, les aides sur, je ne vais pas rentrer dans le détail, hein, pour les aides MaPrimeRénov', et aujourd'hui, MaPrimeRénov' rénovation d'ampleur. Alors, je vous ai mis quelques détails dans cette présentation-là, mais l'objet n'est pas de décrire les aides financières, c'est pour vous donner une idée de, voilà, je fais une rénovation d'ampleur, j'ai besoin euh, d'un certificat de certification en RGE offre globale. Moi, je vais le détailler après sur le référentiel que je connais, parce que c'est le nôtre, CertiRénov' RGE, et ça sera le même cas pour tout le monde. Donc, on est dans le cas d'un bouquet de travaux qui sont là, pour le coup, dans la Mon Prime Rénov' rénovation d'ampleur, coordonnée par un accompagnateur Rénov'. Il y a également la prime Rénov' sur la copro, où là, le maître d'œuvre, celui qui va réaliser, qui va être choisi pour coordonner les travaux et éventuellement passer des marchés de travaux, va devoir également choisir des RGE, des acteurs en RGE. Il peut choisir des acteurs en RGE travaux, mais il peut aussi choisir des acteurs en RGE offre globale. Et pour les C2E, notamment rénovation globale et performante, la barre 174 maintenant et 175, le certificat en RGE offre globale,
est également demandé. Et donc là, on voit aussi qu'on doit faire appel à des entreprises qui sont qualifiées ou certifiées en RGE pour l'installation et la pose. Et les entreprises RGE peuvent, en RGE offre globale, peuvent également répondre à tout ce qui est rénovation globale et performance. Donc en bouquet de travaux, à l'échelle du logement et à l'échelle de la copro. Voilà, donc en fait, comme tous les RGE, c'est le sésame, ce RGE, pour obtenir les aides. Alors, qu'est-ce que c'est que ce RGE offre globale? Je vais l'appliquer au référentiel CertiRénov, que ce soit une qualification ou une certification. La mention RGE ou l'étude n'est pas portée seule. Elle est forcément portée sur un référentiel, avec un référentiel. Donc, il faut déjà créer un référentiel et ensuite y adosser les exigences de la mention RGE, qu'elle soit travaux ou globale ou études. Donc, chacun a son référentiel. Nous avons un référentiel qui s'appelle CertiRénov. Donc, ce référentiel porte la mention RGE offre globale. Et le RGE offre globale, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que donc c'est de la rénovation énergétique pour un bâtiment dans le cadre d'une offre globale d'amélioration de la performance énergétique. Ce RGE offre globale, il atteste de la capacité d'un professionnel à concevoir et réaliser des travaux d'amélioration énergétique à l'échelle d'un logement ou d'un bâtiment à usage d'habitation. Hein, donc, on est vraiment là dans le monde du logement, dans le cadre d'une offre globale, et accompagner le maître d'ouvrage tout au long de son projet de rénovation. Forcément, ce référentiel, il va dicter la conformité aux exigences pour obtenir les aides, pour être référencé comme un acteur du RGE offre globale sur le site France Rénov. Chaque acteur qui a obtenu sa mention RGE offre globale associée à son référentiel qu'il a choisi est référencé en rénovation complète. CertiRénov, donc ce référentiel qui porte cette mention RGE offre globale, porte sur la capacité du professionnel à concevoir et réaliser des travaux de rénovation énergétique et donc accompagner le maître d'ouvrage. Ces travaux portent sur un bouquet de travaux associés ou non à des travaux d'extension ou de surélévation. C'est forcément un bouquet de travaux qui concerne, alors bouquet de travaux, c'est à partir de deux lots énergétiques. Parmi les postes suivants, donc tout ce qui touche à l'isolation thermique de l'enveloppe, mur, plancher, toiture, comble, menuiserie, tout ce qui touche à l'installation d'équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire, et tout ce qui touche à l'installation de la VMC. Ça, c'est les bouquets de travaux, deux lots, donc deux lots parmi ces lots-là. Dès lors que vous avez une réalisation, un projet de réno qui a deux lots parmi ces lots-là, vous êtes considéré comme faisant de la rénovation globale. Bien sûr, il y a plein d'autres lots qui ne sont pas mis dedans, mais qui vont embarquer. Quand on dit global, ça peut être multicritère, ça peut toucher aux gros œuvres. Voilà. Là, on parle de la rénovation énergétique. À qui s'adresse le RGE offre globale à travers CertiRénov? À tous les professionnels, quels qu'ils soient, dès lors qu'ils assument l'entière responsabilité des travaux donnés et qui sont l'interlocuteur unique, avec un contrat unique qui embarque l'ensemble des travaux. Donc ça, c'est extrêmement important parce que c'est ce qui sous-tend aussi les assurances et ce qui sous-tend aussi toute la façon de fonctionner du professionnel qui va être demandeur de la certification. Euh, il doit assumer l'entière responsabilité des travaux, être en capacité de concevoir et réaliser, ou faire réaliser. Et le RG Offre Global, dans l'arrêté de décembre 2015, dit bien que ce professionnel doit assumer l'entière responsabilité des travaux, mais il se doit aussi de réaliser un état des lieux techniques du bâtiment avec une évaluation de la performance énergétique avant et après travaux. Alors, quand on dit évaluation de la performance énergétique avant et après travaux, ce n'est pas euh, un audit énergétique au sens réglementaire, c'est une évaluation énergétique avant et après travaux avec des logiciels qui peuvent utiliser soit la méthode 3CL, soit la méthode THEX. Hein, on n'est pas dans l'audit réglementaire. Dans le cas où il y a un audit réglementaire fait par le MAR ou fait faire par le MAR, mon accompagnateur Rénov, on n'est pas obligé de faire une évaluation énergétique avant-après. Par contre, on va valider
l'audit énergétique pour voir si ce qui a été mis en données d'entrée de l'audit énergétique est bien ce qu'on a constaté dans l'état des lieux techniques fait en amont. Donc, on le prend en compte, il ne se substitue pas dès lors qu'il est, j'allais dire, conforme à ce que vous avez vous-même, en tant que sachant, constaté en état des lieux techniques. Vous devez réaliser en propre tout ou partie de la conception des travaux. Vous devez réaliser ou faire réaliser les travaux correspondants, c'est-à-dire qu'en tant qu'acteur de l'offre globale, vous pouvez sous-traiter 100% des travaux, dans la limite de 2 rangs. Mais voilà, vous pouvez sous-traiter 100% de la réalisation des travaux. Néanmoins, ce n'est pas parce que vous les sous-traitez que vous ne devez pas les suivre. Donc, vous devez exercer un suivi, un contrôle et une coordination de l'ensemble des travaux. Il ne faut pas oublier que derrière, c'est vous, en tant qu'acteur RGE Offre Globale, qui devez en assumer la responsabilité. Et puis, vous devez assurer une prestation de conseil et d'accompagnement du client maître d'ouvrage jusqu'à la réception des travaux. Voilà ce qui est dit dans l'arrêté, ce qu'on applique nous dans notre référentiel CertiRénov. Je vous la fais courte, mais les principales exigences du RGE Offre Globale, il y a deux catégories d'exigences. Il y a les critères de qualité organisationnelle, où là, on atteste de la capacité de vous en tant que professionnel, que vous disposez bien des moyens nécessaires pour réaliser votre activité. C'est audité par le certificateur et c'est analysé en suivi annuel, de façon documentaire. Et vous avez les critères de qualité opérationnelle, qui là, c'est sur vos réalisations. Et là, c'est pour s'assurer que vous effectuez bien de la rénovation énergétique dans le cadre d'une offre globale. Et là, c'est audité documentairement à l'admission et ensuite vu dans un contrôle de réalisation, dans plusieurs contrôles de réalisation sur les chantiers que vous nous aurez déclarés. Donc là, voilà, je vous la fais courte, mais voilà, sur les exigences de qualité organisationnelle, c'est très administratif, hein. C'est tout ce qui est voilà, critères financiers, les critères légaux de votre existence, les compétences que vous avez au sein de votre entreprise, les compétences en termes de conception, en termes de suivi, en termes de contrôle et de coordination. Vous avez une obligation également d'avoir un responsable technique qui est formé, alors à minima FIBAT Rénov'. Vous devez avoir des moyens matériels, notamment l'outil d'évaluation de la performance énergétique avant et après travaux. Vous pouvez néanmoins sous-traiter cette évaluation énergétique avant-après. Néanmoins, vous devez avoir des outils, notamment pour faire l'état des lieux techniques. Vous devez également être en capacité de suivre le chantier, de le coordonner. Et vous devez lister les sous-traitants. Si vous sous-traitez la réalisation des travaux, vous devez sous-traiter à des entreprises elles-mêmes qualifiées RGE travaux, dans les domaines de travaux énergétiques uniquement, qu'on a vu tout à l'heure, isolation, chauffage, ECS et ventilation. Et on vous demandera les numéros de SIRET et les numéros de qualification qu'on vérifiera dans nos contrôles. Sur les critères de qualité opérationnelle, on va retrouver ce qu'on a demandé documentairement dans les moyens humains et matériels qu'on aura vu précédemment. Dans les critères de qualité organisationnelle, on retrouve notre état des lieux techniques, on retrouve l'évaluation de la performance énergétique. On va vous demander, bien sûr, de respecter la réglementation et les règles de l'art. Tout ça, on va le voir sur chantier. On va vous demander de sélectionner les produits et matériaux qui sont certifiés ou sous avis technique et qui correspondent à la performance au niveau des aides demandées. Le suivi, le contrôle et la coordination des travaux, on le vérifiera également sur chantier, à savoir quels sont les moyens, mais est-ce que vous appliquez votre cahier d'autocontrôle, par exemple. Vos devis descriptifs détaillés des travaux, ça peut être un contrat, ça peut être des devis, on le regardera sur des chantiers qu'on aura nous-mêmes échantillonnés. L'accompagnement du maître d'ouvrage en phase conception, par exemple, est-ce que vous faites des visites de chantier? Quels sont vos moyens d'accompagner le particulier, le client en phase conception? Alors, conception, pardon, c'est pas en phase chantier, c'est conception, c'est-à-dire vous devez lui délivrer, enfin, informer de l'état des lieux techniques, vous devez porter à sa connaissance l'évaluation énergétique avant-après.
Donc, il y a un certain nombre de choses en termes d'information client en phase conception qu'il faut être amené à faire. L'accompagnement du maître d'ouvrage en cours de travaux, notamment s'il y a des évolutions, faire des avenants aux documents contractuels et mettre à jour l'évaluation énergétique avant-après si le scénario de travaux évolue. La réception des travaux, donc notamment avec la traçabilité de cette réception et le PV de réception. L'information après la réception avec en particulier les factures et les attestations des sous-traitants et les notices d'utilisation et d'entretien des équipements qui ont été installés. Votre dispositif de traitement de réclamation et les enquêtes de satisfaction qui doivent être systématiques sur vos références chantier. Voilà, grosso modo, ce qu'on demande pour devenir RGE en offre globale sur les qualités organisationnelles et les qualités opérationnelles. Tout ça, c'est vu dans des audits. Donc là, c'est le process de certification où vous avez un audit d'admission avec, après nous avoir complété un dossier avec l'ensemble des pièces administratives que je vous ai citées tout à l'heure. Vous devez compléter un dossier de demande. Vous devez, donc nous, de notre côté, on va faire une recevabilité de ce dossier. Vous devez avoir 2 références chantier minimum. S'il n'y a pas de référence chantier minimum, vous entrez, donc achevé, qui concerne la rénovation énergétique, vous pouvez rentrer en ce qu'on appelle en certification nouvel entrant pour une période de 18 mois. Et au bout de 12 mois, il faut que vous ayez 2 références de réalisation minimum achevées pour qu'on puisse vous passer en certification définitive et que vous puissiez faire un audit. Donc là, par contre, cette certification, la certification en tant que telle, elle dure 3 ans. Dès lors que vous avez passé votre audit sur site avec succès, qui reste un audit documentaire, mais qui va aller voir les 2 critères organisationnels et opérationnels, vous êtes titulaire d'un droit d'usage de la marque de la certification Certirénov RGE. Vous êtes référencé sur le site internet France Rénov en rénovation complète. Tous les ans, nous allons faire un suivi annuel documentaire où on va vous demander un certain nombre de pièces et on va voir avec vous s'il y a eu des évolutions dans votre structure. Et on va vous redemander vos assurances à jour. Voilà, on va vous redemander un certain nombre de pièces administratives et surtout vos réalisations de l'année précédente et celles en cours, qui va nous permettre, nous, sur un échantillonnage de chantier, d'aller faire des contrôles de réalisation. Et dans le nombre de contrôles, nous devons faire un contrôle par, alors soit le siège demandeur et ses entités, si vous avez des entités qui sont dans votre périmètre de certification. Parce que vous pouvez très bien avoir des franchisés, des directions régionales, des licenciés de marque, voilà, des entités qui font partie de votre périmètre de certification. Et si elles font partie de votre périmètre de certification, elles feront l'objet des mêmes contrôles que celui qui est titulaire de la certification. Et ça, donc, tout au long des 3 ans. Donc, un contrôle d'organisation sur chantier, par entité et au siège dans les 3 ans et un suivi annuel. Et ensuite, on entre dans une phase de renouvellement. Au bout de 2 ans et demi, nous allons vous prévenir comme quoi dans 6 mois, votre certificat arrive à échéance. Est-ce que vous voulez renouveler? Oui, non. Et si vous renouvelez, vous refaites un dossier, on vient vous réauditer. Là, par contre, par rapport à l'admission, on contrôle un chantier et on repasse pour le même cycle de 3 ans. Voilà. Et donc, si pas de réalisation, c'est ce que je mets ici. Vous pouvez entrer avec une formule qui s'appelle nouvel entrant, qui est d'une période courte, plus courte de 18 mois. Il faut néanmoins avoir une réalisation en rénovation ou une réalisation en construction. Voilà, donc c'est une possibilité pour ceux qui sont un peu tout neufs. Donc voilà, bon, là, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ça fait partie des pièces, hein, vous voyez, très administratives qu'on vous demande dans le dossier de demande. Voilà, c'est des choses qui sont assez classiques. Voilà, et donc ça, on vous accompagne, bien sûr, pour revoir avec vous, bien définir votre périmètre de certification par rapport à votre mode de fonctionnement, parce qu'on a tous les modes de fonctionnement aujourd'hui qui demandent la certification CertiRénov RG Offre Globale. Alors, juste pour terminer, en complément de la certification pour vraiment le RG Offre Globale, sachez que donc, je vous ai parlé tout en préambule de la certification NF Habitat appliquée à la rénovation. Donc voilà, on a en rénovation différents applicatifs
de la marque NF Habitat pour les professionnels de la rénovation, en maison individuelle de particuliers, en logement collectif, en résidence-service et en établissements médico-sociaux et en exploitation pour les syndics. Voilà, je vous ai rapidement décrit la certification pour l'exploitation des copros qui s'adresse aux syndics et aux copropriétaires, où on certifie la qualité des bâtiments qui sont gérés par les syndics et la pratique en copropriété, avec des audits sur plutôt la qualité organisationnelle. Et ensuite, le syndic s'engage et il pourra certifier ses copropriétés. Il pourra certifier ses copropriétés en utilisant le référentiel pour la rénovation des copros, voilà, avec un plan d'action copropriété, un diagnostic technique et énergétique, un programme de travaux et le certificateur, en l'occurrence CIRCAL. On évaluera à la conception des travaux et on fera un contrôle systématique en fin de travaux. C'est une certification multicritère qui gère, enfin, qui a des exigences de minima techniques pour la qualité des copros. Et une certification pour la rénovation des maisons de particuliers qui s'adresse à tout contractant général, voire en maîtrise d'œuvre, exécution et réalisation complète, qui là va attester de la qualité du professionnel, de la qualité du service et de l'information client et de la qualité technique multicritère de la maison qui est certifiée. Ces applicatifs, ils sont vraiment faits pour s'adresser au plus près des préoccupations métiers de ces publics qui sont complètement différents. Voilà, et j'en termine. On a également deux services complémentaires, même si on en a plusieurs. On a également le carnet d'information du logement que nous proposons aux professionnels, qui s'appelle Cléa, et qui là, vous savez, est obligatoire pour les maîtres d'ouvrage, hein, dans le cas où ils font des rénovations globales. Et nous avons un accord de partenariat avec Synergiec, qui est un financeur pour les copropriétés. Voilà, où vous pouvez, dès lors que vous accédez à la certification NF Habitat ou NF Habitat HQ, ainsi qu'à Cléa, bénéficier d'aides financières par l'intermédiaire de Synergie. Voilà, donc je ne sais pas combien j'ai mis de temps, est-ce que j'ai été rapide ou pas. Je vous ai Très, mis très ici bien. les contacts. Les contacts, bon, pour moi, plutôt côté CertiRénov RGE et la rénovation de maison. Et l'autre contact qui est notre directeur commercial, plutôt pour la copropriété. Mais je peux être votre point d'entrée sans problème également pour tous les autres sujets. Voilà, donc j'espère que je n'ai pas été ni trop vite, ni trop confuse. Voilà. Et en tout cas, je suis à votre disposition s'il y a des questions. Super, merci beaucoup, Mme Pain. On a une question, mais je vous propose de la prendre juste après l'intervention de Monsieur Moreira. Pas de Et puis, ce problème. que j'ai pas indiqué tout à l'heure, c'est que les présentations vont vous être envoyées par mail ensuite. Donc, voilà, vous aurez bien tous ces éléments, ainsi que les mails de contact. Merci. Voilà, bah, écoutez, Monsieur Moreira, peut-être vous pouvez partager. Moi, J'arrête le je suis partage. prêt à intervenir si Voilà. Corinne me laisse Donc, la j'ai main. arrêté le partage. C'est gentil, hein. Comme ça, je vais pouvoir partager le mien. Et en attendant qu'effectivement le support effectivement s'affiche à l'écran, donc je vais en profiter vite fait. Donc moi, je suis Paulo Moreira, directeur général de Camif Habitat. Voilà, ça arrive. Hop, et je vais me mettre en grand écran. Voilà, voilà. C'est bon, tout le monde le voit bien? Oui, on voit bien. Bon, en tout cas, merci Corinne pour cette introduction. Donc, je vais pouvoir rebondir sur les propos qui ont été tenus précédemment, puisque nous sommes une entité donc certifiée RGE depuis Certirénov. Nous sommes un historique des Cercal, puisque nous sommes certifiés. Alors, même si c'était avant Certirénov, c'était une autre appellation, mais nous sommes certifiés, si je ne me trompe pas, depuis 2014 en fait. Oui, tout à fait. Ça fait un peu plus de 10 ans. Alors, sur effectivement sur les éléments qui ont été proposés, nous, on voulait vous présenter donc Camif Habitat et surtout notre méthodologie ou process d'intervention en rénovation en copropriété, puisque vous allez comprendre que notre cœur d'activité, c'est la rénovation depuis très très longtemps, depuis 1982, et qu'on a commencé nos armes sur le logement individuel, qu'il soit, je dirais plutôt lié à une typologie de maison ou d'appartement, puisqu'on est vraiment
On est un cas typique, hein, parce qu'il y a beaucoup de rénovateurs qui sont plutôt maison, d'autres rénovateurs qui sont plutôt appartements. Nous, on est plutôt un rénovateur assez généraliste, c'est appartement-maison. Et nous sommes développés notamment depuis 2014 sur la rénovation, je dirais en ensemble collectif, donc notamment en copropriété. Alors l'histoire, elle est assez simple, hein. Camif Habitat, c'est une société niortaise qui émane bien du groupe Camif, hein, que bon nombre d'entre vous avez connu, qui était une coopérative destinée à une mutuelle d'assurance niortaise qui était la Maïf. Donc c'était une coopérative d'achat et qui s'est lancée à la fin des années 70. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui on parle de rénovation énergétique et qui s'est lancée à la fin des années 70 dans la rénovation du bâti. Et à l'époque, qu'est-ce qui a fait qu'une entité qui faisait de la vente par correspondance, puisque c'est la vente par correspondance, c'était, je dirais, c'était un concurrent des Trois Suisses, de la Redoute, hein, Camif. Alors, sauf que c'était effectivement fermé au public, c'était uniquement ouvert au monde des instituteurs et professeurs en France. Et qu'est-ce qui a amené ce groupe-là à effectivement proposer une solution de rénovateur? C'était plutôt le côté innovateur, puisque cette coopérative était dirigée par un syndic, donc d'adhérents. Et ce syndic d'adhérents, c'était des professeurs post-68 arts. Donc on voit qu'effectivement, il y avait déjà, je dirais, une prédisposition environnementale. Et en fait, ce syndic avait demandé à la coopérative d'intégrer en fait dans le catalogue des produits à mouvance durable. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle de rénovation durable et énergétique. Et en fait, Camif Habitat est né à la base de rénovation, enfin je dirais, de vente de produits, je dirais, dits durables, puisqu'on n'a pas, il y a plein d'équipements qu'on n'a pas inventés, hein. Les panneaux photovoltaïques, on en faisait déjà à la fin des années 70, des ballons thermodynamiques aussi, des chaudières, même si les rentabilités n'étaient pas les mêmes, ou les performances n'étaient pas les mêmes, ça existait déjà. Et donc Camif est né effectivement de ce premier effet papillon, c'est-à-dire de proposer aux consommateurs des produits à mouvance durable. Et puis donc par effet de chaîne ou effet papillon, le syndicat a demandé à ce que Camif porte plutôt une offre globale en réponse à nos clients, et c'est-à-dire de gérer l'ensemble des travaux bien au-delà de l'achat uniquement de l'équipement. Donc voilà comment nous sommes nés en 82 et nous sommes nés sur le modèle de contractant. Pourquoi Mm. contractant? Puisque pareil, nos consommateurs nous avaient, je dis bien nos consommateurs, donc les consommateurs Camif, avaient imposé à la coopérative de proposer une solution globale et effectivement être un interlocuteur unique, puisque eux prenaient le principe, on achète une télé Sony, mais on l'achète à Camif. S'il y a un défaut de, je dirais, de fonctionnement, on la ramène à Camif qui effectivement s'occupe de le réparer. Et là, c'était la même approche, on demande à Camif Habitat de porter des travaux et de proposer une offre globale. Donc, si on met ça dans un contexte chronologique, on peut se dire qu'en 1982, on a été les créateurs du modèle de contractant dans la maison individuelle. Le modèle de contractant existe depuis très très longtemps, même voire des siècles. Mais en tout cas, le modèle de contractant dans le logement individuel, quand on voit que la loi de 1980, enfin la loi de CCMI est née en 1990, or Mm. nous, on l'avait rédigée en 1982 sur la rénovation. Et aujourd'hui, le groupe, donc Camif, est leader sur son marché de rénovateurs, je dis bien clé en main, avec un chiffre d'affaires annuel moyen d'environ 35 à 40 millions d'euros par an. Alors l'histoire maintenant effectivement elle a évolué puisque le groupe a été racheté en 2009 par Nicolas Domon. Pourquoi il a été racheté? Parce qu'en fait la vente par correspondance, enfin la holding a liquidé, hein. Je pense qu'elle a pas passé la phase, je dirais, année 2000 et puis elle n'a pas su bien se manifester sur la toile et notamment concurrencer des gros groupes tels Amazon, etc. Mais en tout cas, il y avait deux filiales qui fonctionnaient très bien, donc Camif Habitat et Camif Collectivité. Camif Collectivité a été racheté par le groupe Manutan, pour ceux qui connaissent, et Camif Habitat a été racheté par Nicolas Domon, qui est le créateur et l'inventeur du métier de courtier en travaux et le premier franchiseur sur cette activité, puisque c'est lui qui était franchiseur de la branche Illico Travaux. Donc, il nous a racheté en 2009. En 2012, on fêtait notre 30 ans d'existence et en 2014, on a obtenu la première certification, donc RGE et NF Habitat. Voilà pour ce premier point. En 2015, nous avons été approchés par le groupe Exaome. Alors, peut-être que c'est pas parlant pour tout le monde. Le groupe Exaome, c'est l'ex Maison France Confort, donc qui s'appelle maintenant Exaome, qui est la première société de construction de maisons individuelles en France. Et ils ont voulu effectivement donc nous racheter pour devenir le premier constructeur et le premier rénovateur de logements en France. Et donc, l'esprit de famille collait bien à nos idées. Le modèle de développement et la capacité effectivement de développer notre activité de manière rassurée nous ont fait effectivement accepter cette offre de rachat. Donc depuis 2015, nous faisons partie du groupe Hexagon. 2022, nous avons fêté nos 40 ans et 2023, nous avons lancé des nouveaux services de prestations intellectuelles
Alors, en sus, je mets bien en sus des solutions travaux, puisqu'à la base, nous sommes contractants, donc plutôt des réalisateurs, mais on a développé notre éventail sur, je dirais, sur quelques besoins, notamment marché, hein, notamment sur les agents immobiliers qui cherchent beaucoup d'estimations avant achat pour assurer des clients. Donc, on a tout un dispositif pour proposer des estimations très rapides pour assurer ou, je dirais, ouvrir les yeux de, de consommateurs qui voudraient effectivement donc acheter des biens, de l'assistance technique en tout genre, puisque nous avons des compétences en interne, qu'elles soient techniques ou juridiques, pour n'importe quel consommateur. Et puis, plus récemment, l'audit énergétique en maison individuelle, puisque nous sommes agréés pour réaliser les audits et pour réaliser également les DTG et les 3 PT. Les DTG, c'est quelque chose qui nous tient un peu à cœur chez Camif Habitat, alors de manière un peu plus personnelle. J'en avais touché deux mots avec Corinne et puis à Madame Cochard, puisque je suis ingénieur de formation en bâtiment et je suis un ancien référent technique et méthode de Socotec. Et j'ai fait partie des 2 ingénieurs qui ont rédigé, mais dans les années 2001, le contenu du DTG. Donc ça fait quelques années maintenant, ça fait effectivement plus de 20 ans. Mais à la base, le DTG avait effectivement donc, d'autres destinations d'audit et de diagnostic global des bâtiments, pas que de la copro. Mais en tout cas, il a fait un bon petit chemin pour arriver jusqu'au au marché de la copro et des immeubles collectifs. Alors, quel est notre métier? Donc, il est simple, puisqu'on propose des solutions de travaux clés en main. En fait, on est ensemblier, contractant en général. Donc, on est en relation unique, donc responsable unique vis-à-vis d'un client. On s'engage bien entendu sur des fondamentaux, que ce soit un prix global et forfaitaire, engagement délai, et on embarque différentes garanties, notamment des assurances, assurance RC, RCD, tout risque chantier, assurance DO, que on intègre systématiquement sur nos contrats. Alors, notre terrain de jeu il est assez simple, c'est extension sur élévation de toutes les maisons, rénovation et aménagement d'appartements, construction de petits locaux commerciaux ou de petits locaux tertiaires, et rénovation globale ou par étapes de copropriété. On ne construit pas de maisons neuves. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, faisant partie du groupe Exaome, on l'eût fait par le passé, mais faisant partie du groupe Exaome, on préfère laisser ça effectivement aux autres entités du groupe et plutôt nous concentrer sur notre secteur qui est vraiment typé rénovation et modification en fait de manière un peu plus générale de l'existant. Alors, quelques références en copropriété, puisque c'est parfois assez parlant plutôt de prendre quelques exemples. Donc là, c'est un exemple de réhabilitation de 104 logements, un immeuble R+8 qui s'appelle AGH à Lyon, dans le 8e arrondissement. Et là, c'était effectivement un projet assez atypique, puisqu'on a fait une rénovation intégrale intérieure, niveau par niveau. Donc, on est venu effectivement du R+8 jusqu'en descendant. Et on a fait une rénovation totale qui nous a permis effectivement de passer d'une étiquette D à C. Alors, on n'a pas eu un grand gain puisque le bâtiment était déjà isolé, mais on a amélioré la performance intérieure et on devrait attaquer toute la partie réhabilitation extérieure dans 2 ans. Voilà ce que ça a pu donner. C'était des studettes et on a rénové l'intégralité des 104 studettes. Donc là, un sujet un peu plus, je dirais, en phase avec ce que l'on réalise. Et puis, et c'est plutôt notre cœur d'activité aujourd'hui, c'est la réhabilitation et la rénovation globale et énergétique. Donc là, c'est une résidence que l'on vient de terminer il y a de ça 3 mois, avec un projet de réfection, isolation des toitures terrasses, ITE, ventilation, isolation des planchers bas, renforcement de balcons, puisqu'il y avait des balcons qui étaient sous-dimensionnés. Et avec, je dirais, une approche globale, on est passé par une phase étude on gère, je dirais, la quadrature, que ce soit administrative, urbanistique, art technique, financière, puisqu'on gère toute la partie ingénierie financière jusqu'à identifier, je dirais, le gisement d'aide et puis après la planification des travaux à venir. Donc là, on a obtenu un gain énergétique de 65%. Vous voyez qu'on atteint déjà une consommation d'énergie primaire à 84, c'est-à-dire qu'on est déjà quasiment à l'objectif 2050 d'avoir un bâtiment équivalent au BBC Rénovation. Donc, ça a pu se faire puisque le bâtiment était aussi assez compact, isolé. Donc, il n'y a pas de contiguïté, il n'y a pas d'avoisinant. Et que la copropriété nous a suivis dans ce scénario de rénovation globale, puisqu'on est vraiment intervenu sur tous les postes aujourd'hui qui nous permettent d'atteindre ce résultat et de passer d'une étiquette E à B. Donc, une autre copropriété, toujours sur Amiens, plutôt un peu plus importante, puisque c'était 3 immeubles, mais toujours pareil, dans une typologie des années 70. Ce sont des immeubles qui se prêtent très très bien à de la rénovation énergétique et globale, et puis aussi à de l'amélioration et valorisation patrimoniale.
Donc, on était à peu près sur les mêmes interventions. Donc, grosse rénovation globale. On a su convaincre la copropriété de s'engager sur une rénovation, effectivement, qu'elle soit sur la partie façade, la partie toiture, la partie isolation, bien entendu, la partie ventilation. Et on a pu, donc avec le support de la métropole, mais aussi l'ingénierie financière de Citémétrie, d'obtenir plus de 600 000 euros d'aide sur un budget d'1,75 million. Alors, même si on pourrait faire je dirais des rapports rapides, on est à 30%, mais si on se focalise uniquement sur la part, je dirais, de valorisation énergétique, on est presque à 50%, parce qu'il y a toute une partie des travaux qui n'étaient pas des travaux, je dirais, d'amélioration énergétique. Donc, et ce qui nous a permis immédiatement d'avoir une valorisation patrimoniale de 15 à 20%. C'est-à-dire que chaque appartement a eu effectivement une évolution de sa valeur foncière de 15% minimum. Donc, le gain énergétique est très bon, puisque ça nous a permis d'obtenir un gain de 55. On était en milieu d'étiquette E. Aujourd'hui, on est en étiquette C et on est à 134. Et on sait pertinemment ce qui reste à faire pour atteindre tout de suite, par exemple, le 104, parce qu'on est à 80 multiplié par 1,3 en coefficient de site sur la région nord qui nous permettrait d'atteindre un 104. Et en fait, le 104, ça va être effectivement d'améliorer toute la distribution et la production d'eau chaude sanitaire. Puisque aujourd'hui, la production d'eau chaude sanitaire, elle est faite encore de manière individuelle. Donc on sait que uniquement en changeant la production d'eau chaude sanitaire par logement, on atteindra tout de suite les 104. Donc l'avantage, c'est qu'on n'aura pas à intervenir ou à modifier des travaux qui sont réalisés déjà en année 2020. Quoi. Donc, les étapes clés de notre solution d'accompagnement, vous l'avez compris, c'est en fait, on passe toujours par une étape préalable. Donc, étude et diagnostic, une phase conception, puis une phase consultation, chiffrage, analyse des offres. Et après, ce qui nous permet de nous engager en phase chantier avec effectivement donc une préparation, un suivi de chantier, réception et garantie. Alors, en détail, ça donne quoi? On propose systématiquement à chacun de nos syndics ou des copropriétés qui viennent à nous ce qu'on appelle une étude avant travaux. On conçoit systématiquement bien avant même le DTG ou bien avant même le 3PT, on était déjà effectivement dans cette disposition de passer par un diagnostic global. On peut l'appeler global, architectural, diagnostic complet, peu importe. Mais on passait toujours par une phase diagnostique qui nous permettait, d'avoir une première analyse, de compléter le programme de travaux et puis de partir d'une base, je dirais, saine en termes de cahier des charges avec le syndic et le copropriétaire en disant voilà, aujourd'hui, tous les postes que l'on trouve bon ou opportun d'étudier, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui, non. Et puis ça nous permet de bien cadrer la mission. En fonction de ça, on compose une équipe de conception. Bien entendu, on est bien dans une équipe, on n'est pas seul. Camille Fabita dispose de services techniques internes. Nous sommes 9 personnes aujourd'hui en interne. Et nous nous positionnons en tant que chef d'orchestre, je dirais, dans le groupement qui va travailler sur la phase étude. Dans ce groupement, on intègre un maître d'œuvre et ou un architecte, un thermicien, systématiquement, et en cas de besoin, un ingénieur structure si on considère qu'il y a une ingénierie structure à embarquer. Une fois qu'on a composé cette équipe, on fait une proposition de mission qu'on va présenter en assemblée générale, en exposant également nos références, moyens et compétences. Et bien entendu, avec une assistance du conseil syndical et du syndic à 360 degrés. Alors, quand je parle de 360 degrés, on est tous, je pense, convaincus d'une chose, c'est qu'aujourd'hui, il y a une grosse carence en copropriété, c'est un défaut de maître d'ouvrage. Voilà. Le syndic, c'est pas un maître d'ouvrage, enfin, je dis bien un maître d'ouvrage travaux. Et un conseil syndical, ce sont des bénévoles qui représentent les copropriétaires, mais on voit on est à mi-chemin, au début, on est à mi-chemin entre de l'AMO, de la maîtrise d'œuvre, pour vraiment, je dirais, amorcer ce projet de rénovation. Alors, s'il y a une exigence de DPE, PP, 3PT ou DTG, c'est très simple, en fait, on est très flex, c'est-à-dire que s'il n'est pas fait, on peut faire effectivement ce 3PT et ce DPE. Si la copropriété souhaite uniquement, je dis bien uniquement entre guillemets, se lancer dans une réponse réglementaire, c'est-à-dire j'ai une obligation d'avoir mon 3PT avant le 1er janvier 2025 et il me le faut, je dirais, pour répondre à mes obligations, donc ça on le fait. Et si ce n'est pas fait, on peut leur proposer de le réaliser dans le cadre d'une étude. Là où ça devient, je pense, pertinent, c'est qu'on fait cette étude et à la fin de l'étude, de toute façon, il y a un vote en assemblée générale, travaux ou pas. S'il n'y a pas de travaux, on délivre un 3PT avec l'intégralité des travaux à faire et son échéancier. Mais s'il y a un vote de travaux, parce qu'il peut être parcellaire ou sommaire, s'il est parcellaire ou sommaire, je dirais, on leur confie un reliquat de 3PT, puisqu'il y a déjà une partie qui est déjà actée, votée avec un calendrier de travaux. Donc voilà pour cette partie étude avant travaux. Donc s'il y a un accord de l'étude, en fait c'est très simple, on démarre l'étude, on fait un planning, l'analyse documentaire, audit et diagnostic, avec l'envoi des questionnaires.
il s'ensuit des réunions publiques, une restitution de la phase diagnostique. Alors, ce que nous, on appelait effectivement la présentation du BIC, hein, qui est ni plus ni moins qu'un DTG, je dirais un peu plus complet, puisque le BIC va un peu plus loin que le DTG, puisqu'il y a une partie analyse, enquête sociale, même analyse sur toute la partie, effectivement, pathologie, désordre, déclaration assurantielle qui aurait pu avoir lieu, soit sur des appartements, soit sur la copropriété, et présentation première phase de l'audit énergétique. Et puis après, toute la partie, effectivement, qui s'ensuit, c'est réalisation des plans projets, coupe, façade, perspective, proposition des scénarios. S'il y a un refus du contrat d'études, ça c'est plutôt dans le process, bah, je dirais que soit on modifie les priorités d'études parce que ça nous arrive, et ça peut nous arriver que la réponse qu'on ait apportée ne corresponde pas à la demande du conseil syndical ou du syndic, soit il y a un abandon de projet, au moins il y a une chose dont on est convaincu, c'est qu'on est plutôt dans l'accomplissement du devoir de conseil. Sur cette phase conception, ça va nous permettre, une fois qu'on a fait ce diagnostic, c'est-à-dire de recadrer le périmètre, avec différents scénarios. Parce qu'on peut s'apercevoir au travers de cette phase diagnostique des postes de travaux qui n'auraient pas été, je dirais, bien identifiés ou qu'on n'aurait pas mis en avant sur ce projet de rénovation. Et donc, une fois que tout ce périmètre est défini, on fait cette conception, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, conception graphique, conception descriptive, présentation en réunion publique avec différents scénarios, généralement que l'on décide en amont avec le conseil syndical et le syndic. C'est-à-dire, est-ce qu'on va présenter un, deux, trois ou quatre scénarios de travaux. Si besoin, on consulte, quand je dis si besoin, on consulte un opérateur agréé. Alors, bien entendu que sur une certaine phase de projet et sa maturité, on va avoir besoin de l'opérateur. C'est nous, on travaille sur l'ingénierie puisqu'on a une parfaite connaissance aujourd'hui des mécanismes de MPR CoPro, des C2E, déficit foncier, etc. Ce sont des choses que l'on maîtrise en interne. Par contre, on ne va pas lancer un opérateur si globalement il n'y aura pas de faisabilité du projet. Parce que mandater un opérateur pour que l'étude s'arrête à mi-parcours ou que ça s'arrête en fin d'étude, parce qu'on sent que la copropriété ne sera pas mature pour lancer un projet de travaux, mais globalement, ça va accoucher d'une souris. Alors, on va très loin dans l'identification, je dirais, dans le jugement des aides. Et si on voit que un ou deux scénarios plus les aides peuvent faire basculer la balance, effectivement, là, on s'associe et on présente un opérateur agréé pour effectivement donc, enfoncer le clou et leur dire, voilà, maintenant, pour ce projet, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, 1,7 million, il y aura un gisement de 600 000 euros d'aide. Voilà. Et là, au moins, on est plutôt, je dirais, pertinent. On assure tout ce qui est consultation des intervenants extérieurs, bureau de contrôle, SPS, diagnostiqueur, amiante, etc., pour être facilitateur. On sait que quand on n'est pas spécialiste, analyser des offres de bureau de contrôle, si on a mal défini le cadre ou le programme, on va comparer des choux et des patates. Donc, toutes ces parties-là, donc cette partie administrative, on accompagne complètement le syndic là-dessus, avec des restitutions par tableau d'analyse, et enfin nommer un diagnostiqueur et un coordinateur SPS et un bureau de contrôle. Donc, la partie descriptive consultation, on réalise une estimation des travaux par scénario, on consulte les entreprises, on prépare les premiers tableaux de ventilation par tantième pour vérifier l'éligibilité, donc notamment à MPR, C2E, en fonction du gain énergétique obtenu, si on est à plus de 35, si on est à plus de 50, si on est en copro fragile, si on rajoute les 20%. Donc, toute cette partie-là, on la prépare bien avant l'opérateur. Et puis, on va, je dirais, jusqu'à acter, je dirais, en réunion un peu isolée avec le conseil syndical et le syndic, du nombre de scénarios qu'on proposera stratégiquement en assemblée générale. Donc, la phase chantier, pour ça, il n'y a pas de, je dirais, il n'y a pas de grande révolution. Donc, c'est une gestion, je dirais, assez courante avec une organisation de réunions publiques intermédiaires. Réception de chantier, on propose et on planifie un PPT à la fin si tous les travaux n'ont pas été réalisés, avec une inauguration, et on fait toujours des garanties, enfin des réunions de garantie de parfait achèvement, post-réception au bout de 10 mois, pour s'éviter d'avoir, je dirais, à réintervenir au bout de 2-3 ans, puisqu'on sait que généralement, on a une phase bascule au bout de 2 ans, c'est-à-dire tout ce qui est d'ordre biennal et qui pourrait tomber en décennal, et on préfère rassurer et bien accompagner nos copropriétés pour qu'elles soient très alertes et très vigilantes à faire les déclarations au bon moment. Hein, sachant que 80% des sinistres ont par date d'apparition sur les 2 premières années. Donc c'est important de bien mettre ça en exergue. Donc voilà. Et là, un petit mémogramme qui permet de bien mettre en exergue effectivement ce que l'on peut apporter à nos conseils syndicaux ou nos syndics. Voilà pour cette présentation. En tout cas, merci de nous avoir laissé audience
Madame Cochard. Merci Corinne de nous avoir précédés et on peut se laisser un petit temps, je pense. J'espère que j'ai été assez concis. J'étais bien plus rapide que Corinne. Je viens de regarder mon chrono. Moi, j'ai pas vu le temps passer, hein. Bah, Bon, mais c'est c'est pas parfait, très tant grave. mieux. En tout cas, Vraiment, voilà ce que j'avais proposé à vous présenter et puis on reste disponible pour les quelques questions qui se présentent à nous. ok. Et ben, moi, j'en ai pour vous aussi. Mais je vous propose de commencer par celle d'un des participants qui nous demande, quand on crée un réseau d'adhérents, ce sont les adhérents qui doivent être qualifiés ou bien la tête du réseau ou chaque adhérent local. Euh, Alors, on a différentes possibilités. mhm. On a ce qu'on appelle le monosite ou le multisite. Là, on est dans le cas où, de toute façon, en certification, vous n'avez toujours un seul demandeur. Il y a une entité, un siège, une entreprise qui demande la certification. Et à l'intérieur de cette certification, vous pouvez avoir dans son périmètre des entités. Alors, ça peut être des entreprises qui font partie. Alors, si je prends l'idée d'un groupement, parce que je pense qu'il y a peut-être ça derrière. Parce que mon exemple tout à l'heure avec des franchisés, des filiales, c'est plutôt simple, hein. On rentre ces filiales, ces franchisés, ces licenciés de marque, même si elles n'ont pas de rapport enfin, elles ont un contrat. Il y a un contrat entre le franchisé celui qui demande. Là, il n'y a pas de problème. C'est le franchisé qui fait partie qui a un certificat et qui rentre dans le champ du demandeur qui est le siège de celui qui va te chapeauter, c'est-à-dire ce qu'on peut appeler là chez vous la tête de réseau. Dans le cas d'un groupement d'entreprises, il faut qu'il y ait forcément un demandeur et forcément un responsable et un interlocuteur certification. Donc une personne qui va demander la certification sur laquelle nous, on va pouvoir s'appuyer. Après, ça n'empêche pas, on a eu par exemple des coopératives d'artisans, il y avait la tête de réseau, mais ça pouvait être les mêmes droits et devoirs que les autres, hein, mais à l'intérieur, il y avait bien un demandeur qui peut ne pas être la tête de réseau, mais en tout cas, nous, c'est notre interlocuteur, c'est son entreprise qui demande la certification et les autres coopératives vont intégrer son périmètre de certification euh, au sein même de son certificat. C'est-à-dire que lui, il va avoir son certificat et les autres coopératives ou les artisans vont avoir un certificat qui est attaché au certificat de celui qui a demandé. Donc de la tête de réseau, quelle qu'elle soit. La tête de réseau, elle peut être n'importe qui. Mais en tout cas, c'est celui qui demande. Et à l'intérieur, on va gonfler le périmètre de certification avec des entités qui auront des contrats, des liens avec celui qui demande la certification. Mais voilà, nous, il faut vraiment qu'en certification, on ait un demandeur, un responsable. Et c'est pour ça que clairement, on n'est pas à l'aise aujourd'hui avec les groupements momentanés d'entreprises, parce que vous avez bien compris que nous, elle n'est pas momentanée, cette certification. Et qu'à un moment donné, ben, on est obligé d'avoir bien une tête, une tête. Alors après, le groupement momentané, il peut très bien dire, ben, c'est plus lui, c'est un autre. Mais bon, ça fait quand même des mouvements qui sont un peu importants par rapport à un droit d'usage d'une marque qui dure 3 ans. Je ne sais pas si j'étais très claire. Si la dernière chose, par contre, dans ce mode de fonctionnement-là, c'est qu'il faut que cette tête de réseau, ça soit elle qui soit, au-delà du responsable, qui soit quand même garante du process qualité. C'est-à-dire qu'il faut quand même qu'il y ait un process, il y ait cette colonne vertébrale et que les entités appliquent cette colonne vertébrale. C'est lui qui s'engage. Ouais. Voilà. Sinon, sinon c'est le chaos. Et donc là, par contre, on a aussi la possibilité de dire, bah, moi, voilà, je suis un demandeur, je vais travailler avec une autre entreprise. Elles-mêmes peuvent venir directement chez nous et demander son RGE offre globale. Ça ne les empêche pas de travailler ensemble, tout ça. Voilà, donc deux possibilités. Mais c'est une organisation différente. Ok. Euh, Alors, bah, surtout, n'hésitez pas à poser des questions. Vous avez l'onglet Q&R prévu pour ça. Mais sinon, du coup, moi, j'ai quelques questions aussi. Monsieur Morera, du coup, vous disiez, enfin, j'ai vu dans la présentation que vous intervenez aussi sur la rénovation par étape. Mm. Donc, rénovation globale, rénovation par étape. Je suppose que du coup, vous n'êtes pas organisé de la même manière pour une rénovation par étape, ou bien vous êtes aussi contractant général. Non, on intervient également en contractant général. Euh, Ok. euh,
Et comme j'expliquais, bon, tout dépend de la maturité, mais aussi, bon, il y a une réalité quand même, ça reste une réalité financière, hein, de décision sur l'innovation. Euh, le, le- je pense que le plus compliqué aujourd'hui, hein, je pense que tous les acteurs, effectivement, ont soulevé le même sujet. Le plus compliqué, c'est qu'on nous parle beaucoup de rénovation par étapes, on nous parle beaucoup de la possibilité, hein, d'ailleurs, c'est un peu le schéma qu'a repris, je dirais, nos quelques institutionnels, hein, puisque enfin, la rénovation globale, c'est quelque chose que l'on évoque depuis très très longtemps, même si on a fait un peu l'inverse depuis 10 ans, hein, où on a subventionné des calorifugages, des isolations de plancher bas sous-sol. Enfin, je pense qu'on n'a pas pris, je dirais, le bon bout. Quand je dis on n'a pas pris, c'est qu'on a laissé faire ça. On a été permissif, hein, quand je dis nous. Je le déplore, je le regrette. Aujourd'hui, la rénovation par étapes, on rejoint un peu ce parallèle-là. C'est que si on intervient par étapes, on est en train de tarir le gisement d'aide. Et la problématique que l'on a, c'est que ben, en fait, la réglementation, par exemple, ne prend pas en compte ça. C'est dommage parce que aujourd'hui, on se dit, il faut faire un PPT pour planifier les travaux à 10 ans, mais par contre, les aides ne suivent pas, hein, effectivement cette logique-là. C'est-à-dire qu'on pourrait, par exemple, acter un projet de travaux, par exemple dire, bon voilà, cette année, on va faire la réfection du toiture terrasse, dans 3 ans, on fait l'ITE et la ventilation, etc. Mais les aides, en fait, on ne peut pas les bloquer ou ni les figer sur un projet engageant sur 10 ans. Ça, c'est un peu dommage. Donc, pour en revenir à ce que je vous expliquais, c'est Ouais, qu'aujourd'hui, ouais. aujourd'hui, ce qui est un peu délicat pour nous, c'est est-ce qu'on le fait? Oui. Est-ce qu'on intervient en contractant général? Oui, toujours. Avec deux sujets, c'est un, les aides, deux, de faire en sorte, comme le disait Corinne dans le cadre de notre logique d'intervenant spécialisé dans la rénovation globale, de faire des travaux dits BBC compatibles. Et ça, effectivement, c'est très interpellant où on va leur expliquer que ben, voilà, si on doit intervenir sur la toiture terrasse, même si effectivement sont presque des travaux qu'on pourrait isoler du reste, mais il n'empêche qu'il il va y avoir effectivement des zones de friction. Ben oui, il va falloir déposer, remplacer toutes les couvertines. Et si un jour on doit modifier ou déplacer toutes les installations techniques en toiture, c'est sûr qu'il faudra le faire. Donc il y a quand même, je dirais effectivement, enfin, quelques dommages collatéraux, même si c'est la volonté de la copropriété, on va l'expliquer. Mais en tout cas, après, si la décision de la copropriété se fait en âme et conscience, ça nous est déjà arrivé, effectivement, de faire que des rénovations de toiture terrasse et de ventilation. Ok. Mais en tout cas, oui, ça change pas en termes d'organisation de la mission derrière, de Non. travailler de la même manière. Oui, ça ne change pas et ça a été une agréable surprise d'ailleurs, puisqu'on on vient de finir une copropriété entre Paris et Orléans qui s'était engagée comme ça et on avait fait une partie des travaux et puis on est revenu 3 ans après. Ok. Et ça vous arrive parfois d'être en groupement pour savoir si du coup vous voyez des avantages justement au fait d'être contractant général et même d'intervenir sur la conception, Alors, savoir un peu quelles pourraient être les différences en fait dans ces différentes manières de en fait, faire. en fait, l'essence même du contractant, au-delà d'être un interlocuteur unique, en fait, hein, Mm. alors, pour nous, ça, c'est dans notre ADN, c'est d'assurer la conception et la réalisation des travaux. Mm. Donc, on passe toujours par une phase étude et une phase conception, on étudie toujours. Hein, on met pas la souris à mouliner dans la roue en disant, écoutez, on va consulter à gauche et à droite des entreprises et en faire des travaux. Non, non, c'est d'abord, on se pose, on étudie, et une fois qu'on a bien cadré, le programme de travaux et son cahier des charges, deux, le diagnostic, on part sur des scénarios et des préconisations de travaux, mais ça, c'est une phase d'étude. Ouais, Je pense que cette phase d'étude, elle a besoin d'un peu de maturité et elle a besoin effectivement d'être intégrée. Je pense on va y venir très très tôt, hein. Enfin, moi, je parle de cette phase d'étude depuis très longtemps, puisque bien avant qu'on ait le 3PT, enfin, je ne sais pas si vous vous souvenez un peu, moi je me souviens des graphes de la loi Allure, c'était DTG égale travaux derrière. Non, 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 c'est pas DTG égale travaux. C'est DTG, effectivement, c'est un diagnostic. Après un diagnostic, il y a une phase d'étude et une phase de conception, et après, ça fait les travaux. Et là, aujourd'hui, on a repris un peu la même chose. C'est-à-dire qu'on est allé plus loin en se disant, 3 PT égale travaux. Non, 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 non. 3 Mm. PT est égal à diagnostic, avec effectivement un échéancier, mais 3 PT, c'est 3 PT plus conception, après égale travaux. Donc la phase étude, pour moi, elle reste ce qu'on a toujours nous défini, enfin, quand je dis nous, que ce soit les contractants généraux, voire même, je dirais, l'ensemble de la profession, des maîtres d'œuvre et architectes, hein, qui sont toujours restés sur cet axe-là, c'est euh, une rénovation de copropriété, elle ne s'entend que par une phase étude et une phase de conception, Mm. avant de lancer les travaux. Donc, effectivement, dans notre modèle à nous, on conçoit et après on réalise. C'est ça. Et donc dans votre modèle sur la conception,
vous avez en interne toutes les compétences à chaque fois, à savoir architecture, thermique, des thermiciens dans vos équipes? Alors aujourd'hui, nous, on a un service technique en interne. Nous sommes 9 ingénieurs et techniciens, donc spécialisés en travaux de rénovation. Les maîtres d'œuvre et les architectes sont des partenaires. On prend systématiquement un maître d'œuvre et ou un architecte en fonction des besoins, qui est un local. C'est-à-dire que ça reste un sous-traitant, effectivement, qui lui va suivre les travaux. Alors par contre, dans la composition d'équipe, je pense que quand on travaille nous en équipe, je pense qu'on est honnête les uns avec les autres, c'est-à-dire qu'on connaît nos limites d'intervention et nos capacités d'intervention. C'est-à-dire qu'un maître Mhm. d'œuvre ou un architecte, je pense qu'on se dit les choses assez clairement en se disant on se cantonne chacun dans nos spécialités. Et ça, c'est le rôle, effectivement, du référent Camille Habitat, qui, lui, est le chef d'orchestre, en disant, voilà, le maître d'œuvre et l'architecte, là où il va être très bon, c'est sur la phase, effectivement, enfin, diagnostic, la phase conception, la phase consultation des entreprises en local qu'il connaît. Après, toute la partie, je dirais, ingénierie financière, la partie administrative, ce que c'est qu'un règlement de copro, les engagements, les garanties, la partie ingénierie, je dirais, de manière globale. Quand je dis ingénierie globale, aujourd'hui, enfin, nous, par exemple, chez Camille Habitat, nous avons 3 personnes qui sont agréées en sécurité incendie. C'est pas donné à tout le monde de faire un diagnostic sécurité incendie sur une copro. Donc que sur ce volet-là, qui n'est quasiment aujourd'hui abordé quasi nulle part. Alors je peux vous dire que quand vous avez des immeubles R+3, R+4, bon, on se dit, bon, il n'y a pas grand risque. Quand vous commencez Mhm. à travailler sur des IGH, des immeubles de grande hauteur, je peux vous dire que c'est quasiment le préalable, hein. Travailler sur un immeuble de grande hauteur qui a été construit avant les premières réglementations en sécurité incendie, je peux vous dire qu'effectivement, il y a quelques sujets où on doit quand même rassurer, mais aussi nous, en tant que contractants, parce que derrière, on sera responsable. Que l'on veuille ou pas, on sera responsable. On doit nous-mêmes aussi nous rassurer. Parce que là-dedans, ben, c'est là, on parle de copropriété où il y a plus de 100 logements, quoi. Donc le jour où il y a un incendie, je pense qu'on aimerait tous qu'il se passe rien ou qu'il n'y ait pas effectivement quelques dégâts humains, quoi. Oui. Et en parlant de sous-traitance, du coup, Madame Maupin, tout à l'heure, vous disiez qu'on peut aller jusqu'à 2 rangs Oui, de sous-traitance. Est-ce que ça veut dire oui. que un sous-traitant peut sous-traiter, mais pas au-delà? Un Euh, sous-traitant peut sous-traiter, mais pas au-delà, tout à fait. ouais, c'est ça que ça signifie. Tout à Et fait. après, on peut sous-traiter autant de postes de travaux. Enfin, c'est Ah bah, vous pas pouvez avoir limité. vos sous-traitants pour la VMC qualifiés RGE. Vous pouvez Mm. avoir votre sous-traitant qualifié RGE pour le chauffage. Il faut que vous ayez votre liste de sous-traitants et vos sous-traitants qualifiés RGE pour les lots de travaux énergétiques autant que vous voulez. Vous pouvez avoir trois entreprises qualifiées RGE pour le même lot, hein. Après, Mm. il y a aucun nous, la seule prérogative, c'est d'avoir des entreprises qualifiées et sous-traitantes qualifiées RGE. Bravo. Ok. Madame Cochard, il ne fallait pas poser la question parce que je suis au regret de compléter le sujet parce que je ne voulais pas que Corinne l'entende en Oui. fait. Nous, on va plus loin que le cadre de la certification en fait. Mais en fait, nous, on s'interdit effectivement une sous-traitance de second rang. Donc, Ok. en fait, alors, les entreprises qui interviennent sont des. Alors, j'aime pas le mot sous-traitant, même si Oui. juridiquement, contractuellement, on ne peut pas utiliser un autre mot parce que nous, en fait, on a des agréments. En fait, ce sont des partenaires. Les entreprises, elles sont agréées. On Mhm. vérifie, je dirais, l'ensemble je dirais, de leur liasse fiscale, sociale, assurantielle, c'est-à-dire qu'il y a un vrai contrôle. On vérifie même leur solvabilité financière. Mais par contre, pour s'engager, vous imaginez bien que pour s'engager en prix global et forfaitaire et en engagement délai, il y a intérêt qu'on ait un petit peu de maîtrise sur les entreprises. Mais en tout cas, effectivement, nous, on s'interdit effectivement de sous-traiter de second rang, c'est-à-dire que l'entreprise qui va intervenir, par exemple, sur le lot ITE, c'est une entreprise, effectivement, RGE sur son lot. Mais pas de sous-traitance de second rang. Enfin, ça, c'est dans nos process internes. Mhm. Bon, Corinne, Ok, t'as c'est pas un entendu. parti pris. Corinne, t'as pas entendu, Non, tu mais fais c'est pas tant évoluer le mieux. référentiel. Quand c'est dans ce Bon. sens-là, il n'y a aucun souci. Oui, c'est ça, ça me paraît plutôt être une bonne chose. Ouais. Euh, Entreprise vertueuse. alors, on a une autre question. Comment verrez-vous le poste de ventilation en copropriété quand il faut casser chez les occupants pour la mise en œuvre des réseaux aérauliques et que, bien sûr, ils ne veulent pas de détérioration chez eux? C'est une question technique. Oui, c'est une Mm. question technique. Alors, je pense qu'il y a presque 2 sujets. Il y a des sujets assez simples, il y a des sujets qui le sont beaucoup moins. Les sujets simples, c'est les bâtiments, je dirais, construits post-seconde guerre, enfin, ou ceux qui sont pré-industrialisés, tous ceux, je dirais, dans les années 50 à 80. Ce que je vous ai montré notamment tout à l'heure en référence, ce sont des bâtiments assez simples à travailler en ventilation. Aujourd'hui, parce que ces bâtiments-là ont beaucoup de servitudes communes verticales, donc des gaines techniques, etc. Donc, voire même des ventilations naturelles, puisque à l'époque, c'était ventilé naturellement, avec des entrées d'air en façade et des extractions sur des gaines techniques communes. Donc, ceux-là, ils sont très simples à travailler, puisque on utilise ces gaines. Donc, on va vérifier effectivement l'étanchéité, on va faire des inspections caméra,
et puis après, on y met des extracteurs sur le toit. Donc, soit en VMC, donc simple flux, on n'est pas en double flux, mais en VMC simple flux, mais en hygro, soit ce qu'on appelle en extraction hybride, avec des groupes d'extraction qui ont des dépressostats et puis qui se mettent en marche si la pression atmosphérique ne permet pas effectivement un tirage thermique. Donc pour ces bâtiments-là, c'est très simple à traiter. Il n'y a quasiment pas d'intervention, enfin, il n'y a quasiment pas. Alors le quasiment pas, je peux vous donner les quelques détails d'intervention à l'intérieur des logements, ça va être d'étalonnage de portes, parce qu'on est quand même dans une cohérence de ventilation du logement. Entrée d'air sur les fenêtres, si elle n'existe pas, mais systématiquement, on check et on vérifie dans chaque appartement qui a des entrées d'air, effectivement, sur les pièces sèches. Et si elles n'y sont pas, c'est nous qui les créons. Et on va effectivement donc remplacer, reboucher les grilles d'entrée d'air en façade et mettre en place effectivement des bouches d'extraction dans toutes les pièces humides. Donc ça, on le fait dans ces bâtiments, effectivement, des années 70, où c'est assez simple d'intervenir. Après, pour tous les bâtiments, je dirais un peu plus complexes sur les parties urbaines, hein, les bâtiments haussmanniens et autres, donc là, on n'a pas d'autre choix que d'intervenir en créant des gaines techniques communes. Mm. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que le premier poste de travaux en rénovation énergétique, hein, parce que tout le monde parle de rénovation énergétique, le premier poste de rénovation, je peux vous dire que nous, on le met, c'est la ventilation. Mm. C'est la ventilation. Les plus gros drames qui ont eu lieu, pour ceux qui connaissent, c'était la rénovation énergétique des bâtiments, je dirais, d'IHLM dans les années 80, 90 et 2000. Ça a été des drames monumentaux, puisqu'on a fait de l'ITE de partout, et personne n'a traité la ventilation. Puis à l'intérieur, après, on avait des logements qui perlaient. Si on a pu retenir au moins, je dirais, quelques éléments de ce retour d'expérience, c'est, enfin, nous, on le met systématiquement. Le premier poste à étudier, avant même l'amélioration thermique, c'est la ventilation. Donc pour nous, alors pour répondre à la question, s'il y Mm. a, je dirais, une copropriété pour laquelle on a une difficulté à faire valider, je dirais, de pénétrer les logements et de faire effectivement des gaines techniques communes verticales et parfois des traînasses horizontales, alors nous concernant, on n'intervient pas. Ok. L'immeuble que vous nous avez présenté à Lyon, c'est une copropriété? Oui, Oui, c'est une ok. copropriété. C'est vrai que c'est assez rare d'avoir ce type de projet où on intervient à l'intérieur des Alors, logements. Mm. oui, c'est une copropriété avec un propriétaire unique. Ok. Ah oui, c'est possible ça? Oui, oui, oui. Ok. Alors, Euh, c'est possible parce qu'effectivement, il y a des locaux commerciaux, effectivement, au rez-de-chaussée. Mais enfin, il est propriétaire des 104 logements. d'accord, ok. Oui, donc ça facilitait la mise en œuvre. Oui. Euh, Tout à l'heure, on disait que l'offre globale se destine plutôt à des projets de rénovation globale, enfin avec le minimum de 35%, ou pas forcément. Est-ce que c'est des demandes que vous allez avoir sur de projets peut-être moins ambitieux? Moi, je vais prêcher pour la paroisse des contractants, alors, même si effectivement, je vais prêcher pour ma paroisse, mais euh, j'espère le faire avec un peu de lucidité et puis un peu d'honnêteté quand même, hein, parce que je connais les différents modèles. Tout à l'heure, j'expliquais qu'effectivement, j'ai été référent technique en bureau de contrôle, mais j'ai été aussi directeur d'agence sur un cabinet d'architecture pendant 8 ans. Euh, S'engager sur un projet de rénovation en copropriété, quand vous êtes obligé effectivement d'acter le montant des travaux de manière ferme et définitive en assemblée générale, je peux vous dire que si vous n'y allez pas en contractant, et d'ailleurs nous on le voit sur les dossiers qu'on reprend, ben, ce sont les plus gros drames. Parce que vous avez tout le projet qui en découle. Le premier, ça va être effectivement ben, les aides, les incitations fiscales. Ça va être le prêt collectif, le prêt d'avance aide, l'éco-prêt à taux zéro. Vous changez même 10 000 euros, je dirais, la ventilation par l'eau, elle est morte. Le tableau, il est mort. Et vous êtes obligé de repasser en AGE pour revoter effectivement par exemple, ces travaux qui manqueraient. Par exemple, on a eu des cas, nous, de problématiques comment dire, il y a une problématique parce qu'une copropriété devait se raccorder au réseau de chaleur. Nous, on ne travaille pas sur le réseau de chaleur. Mais la partie réseau de chaleur, en fait, il s'était mal compris avec effectivement la métropole. Et en fait, il manquait une tranchée, sauf que la tranchée, elle faisait 300 mètres. Mm. Voilà. Et là, vous dites, ah oui, c'est pas. Et personne n'a pris en compte le montant de la tranchée, quoi. Ouais. Mais là, oui, effectivement, ça a mis en plan le projet pendant effectivement 1 an et demi. En fait, le gros avantage de l'offre globale, c'est de s'engager effectivement sur un prix global et forfaitaire initial. D'accord. Mais côté copropriété, au moins, c'est rassurant. C'est-à-dire que, bon, déjà, s'il y a des oublis ou des omissions, ben, ils se retournent contre nous en disant, écoutez, ça c'est votre problème, c'est votre sujet. Nous, on connaissait le programme de travaux. Et après, s'il vous manque 100 mètres carrés d'ITE, c'est votre problème, hein. Et ce qui est le cas. Mm. En tout cas, l'offre globale, pour moi,
sur un projet de rénovation en copropriété, c'est le modèle, je dirais, le plus rassurant pour les copropriétaires et surtout les syndics. Parce que imaginons bien que les syndics, ils ne sont pas très à l'aise, hein, parce que malheureusement, ils endossent parfois des rôles qui ne sont pas les leurs, c'est-à-dire effectivement, ils sont un peu martyrisés par les copropriétaires en disant bah, c'est vous qui avez choisi telle entreprise, c'est vous qui avez choisi tel maître d'œuvre, c'est vous qui avez choisi tel architecte. Voilà, toujours pareil, ils ont pas toujours le bon rôle, ou du moins, on leur dit pas assez ce qu'ils font de bien et on leur dit surtout ce qu'ils font pas bien, même si, n'oublions pas, que c'est pas eux qui actent, c'est pas eux qui décident, c'est pas eux qui mandatent une entreprise. Mais dans tous les cas, c'est eux qui en porteront la responsabilité, malheureusement. Et vous, vous avez forcément des liens directs aussi avec la copropriété en phase chantier Bien sûr, ou pas? bien sûr. Ouais. On est toujours, c'est ce que je dis, on fait toujours des réunions, on fait des réunions, ce qu'on appelle intermédiaires, de présentation au conseil syndical et au syndic avec des points d'étape, hein. C'est-à-dire, on va faire un point au bout de 2 mois, au bout de 4 mois, au bout de 6 mois, sur sur ce qu'on a vécu, et deux, sur les travaux à venir. Je prends un exemple tout simple, hein. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est beaucoup de communication, mais c'est très important. Il faut vous dire que c'est une arme fatale pour désamorcer, je dirais, des épiphénomènes. Mais quand vous arrivez sur la phase ITE, vous faites une petite réunion publique pour expliquer aux copropriétaires que ça va danser de la perceuse pendant des jours entiers, mais je pense il faut le faire. Effectivement, quand vous expliquez à un copropriétaire, alors pour ceux qui ont une activité, je dirais diurne, ok, mais pour ceux qui ont une activité nocturne et qui dorment la journée, effectivement, je pense qu'un tant soit peu de communication et de leur expliquer ben, que la perceuse, effectivement, va faire du bruit ben, pendant 3 mois, tous les jours, ben voilà, je pense qu'il faut l'expliquer. Oui, Et, c'est et, matière de communication, ouais. Mm. Exactement. Donc effectivement, les réunions de chantier, on transforme ça comme des réunions de chantier, puis après des grosses réunions, alors de validation bien entendu, de choix d'échantillons, de choix de matériaux, mais aussi de communication et je dirais de prévention effectivement des ouvrages à venir. Ok. J'avais encore peut-être une question pour Madame Maupin. Tout à l'heure, vous disiez donc pour l'offre globale, ça s'adresse en fait évidemment aux entreprises de travaux, mais aussi aux architectes, maîtres d'œuvre. Est-ce que dans les faits, ceux qui disposent de cette certification, ce sont plutôt quand même des entreprises de travaux qui peuvent plus facilement ensuite se positionner sur la conception que l'inverse? Alors, en fait, ça concerne tout le monde dès lors qu'il travaille au sens contractant général. C'est un maître d'œuvre, il peut être contractant général. Donc, nous, on a pas mal de maîtres d'œuvre qui montent une activité de contractant général et qui sont assurés pour. Un architecte, il est maître d'œuvre aussi. Donc, lui, il peut aussi monter une activité de contractant général. Donc, aujourd'hui, en fait, le plus j'allais dire vraiment, on a de tout. On a du maître d'œuvre qui va vers le contractant général, mais qui garde aussi son activité de maîtrise d'œuvre pure, hein. On a pas d'architecte. Enfin, il y a très très peu d'architectes isolés. On a des coopératives d'artisans. On a des constructeurs de maisons individuelles parce que le marché de la maison individuelle va tellement mal. Aujourd'hui, bah, ils essaient d'avoir la rénovation en relais d'activité. Et ils ont la culture contractant général. Pas forcément la culture réno, mais ils ont au moins la culture contractant général. Ensuite, donc ça, c'est aussi, enfin, c'est un peu plus long, mais euh, et on a donc également des promoteurs immobiliers sur les bâtiments rénovation. On a des fournisseurs d'énergie. On a des financeurs qui ont aussi des activités de contractants généraux. Voilà, donc j'allais dire, il y en a vraiment beaucoup de typologies. Le moins qu'on ait, c'est l'architecte. Ok. Et l'artisan, alors l'artisan qui fait du monolo, qui voudrait bien aller vers l'offre globale, vers le bouquet de travaux. Ça, on en a. Hmm. On en a beaucoup. Beaucoup de demandes. Mais parce qu'en fait, il faut se rendre compte que personne ne sait ce que c'est que l'offre globale, en fait, le RGE offre globale. Donc Donc c'est c'est bien l'objet bonjour, de cette présentation. je fais de l'isolation, je veux le RGE. Voilà, Mhm. ben, voilà. Donc nous, on passe du temps à expliquer justement c'est pour ça aussi. Mhm. Mais voilà, côté artisan, il y a
il y a un monde enfin, voilà, il y a pas d'information, c'est pas très clair sur le RGE, qu'est-ce que c'est, lesquels et pourquoi, voilà. Donc, euh, donc c'est intéressant et on joue aussi notre rôle d'information par rapport à ça. Mm. Et est-ce qu'il y a une distinction qui est faite du coup entre maison individuelle, copropriété? Est-ce que c'est vraiment deux demandes Alors, distinctes? au sens RGE, aujourd'hui, au sens RGE, on est plutôt sur un marché de maison, on est plutôt sur un marché de particuliers, sauf dans le cas de promoteurs immobiliers hein, ou d'entreprises tout corps d'État. Entreprise générale, on va aller sur des copros. Maintenant, clairement, la copro, la difficulté, c'est le syndic. Bon nombre d'acteurs n'ont pas cette appétence à aller être dans le dialogue, comme les Camille Fabita, parce que c'est du temps, parce que c'est le soir, parce que il y a plein de contraintes, hein, plein de contraintes, et c'est une compétence. Et c'est une compétence qu'une entreprise n'a pas forcément. Une compétence et une appétence. Donc, sur la copropriété, on est plus, enfin, c'est vrai, sur de la rénovation de bailleurs euh, en RG Offre Global qu'en copropriété, parce que ça nécessite un dialogue de syndic. Je vais vous dire, parce que aussi, moi, je m'occupe un peu du NF Habitat côté copro pour une certaine partie du territoire. C'est vrai que c'est pas du tout la même approche. Le particulier, c'est une approche, la copro, c'est une approche, et la rénovation logement, la rénovation pure, c'est une approche. Les publics ne sont pas pareils, mais la maîtrise d'ouvrage n'est pas la même. Et donc, je pense qu'à un moment donné, voilà, il y a vraiment des particularités. D'ailleurs, nous, on a développé des applicatifs différents de la certification parce qu'il y a des particularités. Et les exigences, elles ne sont pas pareilles. C'est vrai qu'il y a beaucoup de dialogue, beaucoup de temps à passer, beaucoup d'échanges, avec le conseil syndical, avec les copropriétaires. Ce que disait Polo est tout à fait juste. Et c'est vrai qu'il y en a très clairement, ça peut rebuter. Mm. C'est pas leur métier, c'est une perte de temps. Donc voilà, et c'est souvent en plus du temps qui n'est pas rémunéré. Ouais. Donc plus d'acteurs sur la maison individuelle Plus et d'acteurs sur la maison, plus des d'acteurs sur freins l'acteur particulier. qui les empêchent à passer sur la copro, quoi. Ok, c'est clair. Après, le côté pluridisciplinaire exigé par une copro, c'est quand même un peu différent du côté Mm, pluridisciplinaire attendu, je dirais, dans complètement. le logement individuel. Puis Mm. dans le logement individuel, on va dire que globalement, vous êtes noté au jugé par un client. Dans une copropriété, quand vous vous retrouvez au milieu de 80 copropriétaires avec des horizons complètement variés, c'est sûr que bah, quand vous avez un notaire dans la salle, vous avez un avocat, que vous avez un thermicien, que vous avez un ingénieur en bâtiment, enfin, les sujets ne sont pas les mêmes. Mm. Je ne dis pas que tout le monde n'a pas les compétences, mais je pense il faut un tant soit peu d'agilité, mais aussi enfin, être vraiment, je dirais, plurivalent là-dedans. Parce que euh, le maître mot, je pense, en copropriété, c'est la confiance, quoi. Si les copropriétaires n'ont pas confiance en face, je dirais, l'opérateur que vous avez en face, c'est quasiment, vous pouvez accoucher ou aboutir à un super projet. S'il n'y a pas de confiance, c'est mort, le projet est mort. Ouais, complètement. Ok. Je regarde s'il me reste des questions. Après, si vous voyez des éléments à nous partager encore, Ah, moi, je vois la n'hésitez première pas. question, j'ai très très mal répondu. Et je la vois écrite maintenant, donc voilà, la réponse est oui. Si vous avez un réseau et tout le monde doit respecter les exigences du référentiel et tout le monde doit obtenir la certification. Ok, ouais, ça complète la réponse de tout à l'heure. Ok. Et donc, Camille Fabita, vous disiez que vous avez des prestations de DTG et après, vous avez une offre pour la maîtrise d'œuvre ou comment ça se passe? Après, c'est une offre complète Non, pour... elle est intégrée. En fait, la maîtrise d'œuvre fait partie de l'offre de la partie contractant. C'est-à-dire que sur la partie étude, de toute façon, il y a la partie conception, donc ça intègre effectivement le travail du maître d'œuvre ou de l'architecte et ou de l'architecte. Mm. Et puis après, en phase d'étude, de toute façon, il y aura toujours un maître d'œuvre et un architecte qui, lui, je dirais, c'est le local de l'étape qui va suivre le chantier, hein. Mais toujours accompagné avec, je dirais, une équipe plutôt pluridisciplinaire. Le sujet que je peux compléter, tout à l'heure, on parlait effectivement de ce que nous, on a développé et ce qu'on met en place. Tout à l'heure, même si je l'ai présenté sur le côté flex, hein, et agile, c'est effectivement de s'être relancé à faire des DTG, des 3PT. Pourquoi on a fait ça? Puisque nous, on est plutôt parti du sujet où on fait des travaux
On a une expérience et une compétence effectivement sur la partie diag. Et donc, on est venu à réaliser les DTG des 3PT. Mm. Pourquoi? Parce que je vous dirais franchement, je préfère les faire sur mes chantiers sur lesquels je vais travailler que de faire aujourd'hui, d'intervenir en phase conception et en phase travaux, parfois sur des 3PT quand ils ont été faits par d'autres, je dirais, d'autres entités. C'est pas du tout un rôle ni un sujet facile, effectivement, de critiquer ce qui est fait, je dirais, en amont, mais on se retrouve tout à l'heure, je vous parlais de confiance. On se retrouve aujourd'hui, effectivement, dans le même sujet. Euh, je pense que de demander à un diagnostiqueur de définir un échéancier de travaux et d'estimer les travaux quand il ne l'a jamais fait, pour moi, c'est une hérésie totale. Euh, je prends un exemple, vous prenez un DPiste, on a fait les formations, je dirais, avec n'importe quelle entité, vous imaginez bien, même si on est contractant depuis très longtemps, il a fallu qu'on fasse quand même la formation DTG et 3PT pour pouvoir effectivement réaliser les 3PT. En fait, on s'est retrouvé dans des salles avec des DPistes, hein, sans aucune critique, mais c'est plutôt, c'est là, je pense qu'on essaie d'utiliser des profils et des compétences pas aux bons endroits, mais de prendre un diagnostiqueur qui n'a jamais fait de travaux et de lui demander de faire l'estimation de travaux, je pense que c'est une erreur monumentale. Et là, on le voit nous aujourd'hui, on se retrouve à récupérer des 3 PT et on nous dit, ben voilà, on nous a dit qu'il y avait ça et ça à faire et on nous a dit que c'était 500 000 euros. D'accord? Et quand on commence à dire, bon, par contre, l'installation de chantier, elle est prévue, l'échafaudage, ah non, non, nous, on fait que de l'estimation de travaux. Donc là, ah oui, mais c'est qu'effectivement, l'ITE n'est pas volant, hein, on ne va pas le jeter du bas, il ne va pas se coller sur le mur. Donc il y a effectivement, quelques, je dirais, impératifs logistiques. Et là, en fait, on se retrouve avec des travaux, alors, soit complètement sous-estimés, soit des postes complètement oubliés. Alors là, par contre, de devoir expliquer à une copropriété qu'on leur a dit que c'était 500 000, mais qu'en fait, c'est 1 million. Alors là, pour la confiance, je peux vous dire, et c'est compliqué pour tout le monde, hein. Quand je dis ça, même si on le fait avec beaucoup d'agilité, beaucoup de respect, je dirais de l'intégralité des professionnels qui interviennent, mais je pense que ce n'était pas de faire un cadeau à ceux qui font des 3PT qui n'ont jamais fait de travaux, de leur dire, mais faites des estimations de travaux. Bon, voilà. Et ça, malheureusement, on en revient à la phase études. Mais pour faire des études, ce sont des gens qui sont habitués à faire des études pour commencer à évoquer effectivement des projets de rénovation. Enfin, moi, j'ai eu un cas la semaine dernière où j'ai débattu avec une copropriété à Châteauroux où le 3PT s'est installé une PAC. Ok. Et on nous dit, mais installer une PAC dans un local extérieur. Ouais, un local extérieur, c'est une copropriété horizontale. Une copropriété verticale et horizontale. Donc, on ne va pas installer une PAC, je dirais, chez le voisin. Vous comprenez? Voilà. Donc, Mm. mais le résumé du 3PT, c'était remplacer la chaudière par une PAC. Sauf que c'est à l'échelle d'une copropriété de 100 lots, hein. Donc, effectivement, ça ne sera pas la petite pompe à chaleur, hein. Et là, on se retrouve avec, effectivement, donc là, on leur expliquer, ben, non, non, la PAC, on ne pourra pas la construire, hein. On ne va pas construire un local PAC en extension du bâtiment. Et donc, on se Ouais. retrouve à reprendre C'est ces les mêmes problématiques qu'on rencontre pour les DPE individuels. Donc, c'est vrai que. Mm. Exactement. Mm. Alors, donc, c'est ce qui nous a amené à faire des 3 PT. Donc, et alors, plutôt parce que je pense que la partie diagnostic sont des sujets que nous, on maîtrise bien. Et comme je vous dis, hein, enfin, la partie thermique, on n'est pas des spécialistes, on prend des thermiciens avec nous. Dans l'équipe, on prend des thermiciens. Après, la partie diag technique, diag général, ce sont des sujets et des domaines que l'on maîtrise. Donc, ça, on le fait nous-mêmes. D'accord. Et en fait, ça vous arrive parfois, une copropriété, elle va hésiter entre un DTG et un PPT, et vous essayez de la conseiller sur ce qui est le plus adapté pour elle ou... Alors pour moi, ben, enfin, comment dire, la fin de la récré a été arbitrée, enfin, a été sifflée. Aujourd'hui, il n'y a plus de DTG. Aujourd'hui, c'est 3PT, point barre. Et dans le 3PT, il y a cette partie DTG et DPE. Donc le DTG, pour moi, je dirais, il est enterré, hormis pour les mises en copropriété et dans le cas d'insalubrité. Mais Mm. hormis ces deux cas exceptionnels, le DTG aujourd'hui n'a plus lieu d'être, je dirais, seul. Donc les seuls sujets où on peut être confronté à des DTG, c'est les DTG qui ont été décidés et votés il y a de ça 3, 4, 5 ans et qui ont été réalisés. Alors, oui, c'est vrai que nous, le contexte, il est un petit peu différent à l'échelle de la métropole du Grand Paris, où il y a une subvention pour le DTG. Donc, en fait, finalement, c'est l'inverse, je pense, que dans le reste de la France, où il y a Oui. quasiment exclusivement du DTG. Enfin, pas Oui. totalement, mais la question se pose un peu plus, et peut-être qu'il y a plus d'hésitation pour les copropriétés. Mais voilà, c'est intéressant d'avoir Mais votre regard. Au niveau du Mm. Grand Paris, il faut juste faire muter la subvention et la mettre plutôt sur les 3 PT que le DTG, parce qu'aujourd'hui, le DTG, Ben, en fait, il y a une logique, une certaine logique quand même de pas subventionner des prestations qui sont obligatoires en fait du point de vue réglementaire. Et là, il y a plutôt une incitation à aller vers une prestation plus complète.
Mais voilà, encore une fois, Oui. les Mais copropriétés n'ont pas l'obligation de faire le DTG, donc ouais, c'est vrai. hmm. Mais le DTG est partie intégrante du 3PT. Oui, alors c'est vrai que nous, on se positionne un peu à l'inverse en disant que c'est le PPT qui fait partie du DTG et on intègre le DPE. Enfin voilà, en fait, on a un référentiel DTG où le contenu, il colle, enfin, il va au-delà en fait du contenu réglementaire du DTG. En tout cas, Mais bon, voilà, alors, c'est alors, une question de raison. Hmm. après de vous à moi, j'aurais préféré qu'on reste effectivement focalisé sur un DTG et de faire un DPE, effectivement, un DPE collectif, puisque la loi Allure, quand elle imposait effectivement l'audit énergétique uniquement pour les immeubles de plus de 50 lots disposant d'un mode de chauffage collectif, bon, c'était une hérésie. Je pense qu'effectivement, ce n'est pas le bon axe, hein. Je pense que enfin, la partie, je dirais, état initial de la copropriété était incontournable pour toutes les copropriétés, point barre. C'était pas pour moi, ce n'était pas une question effectivement de mode de production de chaleur. Euh, mais si on était resté au DTG, au DPE, moi ça me va très bien. Je préfère effectivement prendre un DTG et travailler sur un DTG et puis après faire une étude de conception avec ça. Et puis travailler, je dirais moi-même, la partie calendaire et la partie financière. Hmm. C'est sûr. Oui, on aurait pu rendre le DTG obligatoire, peut-être que ça aurait Je, simplifié le travail d'office. je pense que ça aurait été, enfin, pour moi, une sage décision et juste, effectivement, je pense ne pas rentrer sur la partie financière et uniquement rentrer sur une partie peut-être, je dirais, un pré-engagement calendaire. Parce que, de toute façon, c'est pas assujetti à peine, donc je ne sais pas ce que ça va donner quand on va aboutir, parce que là, pour l'instant, on est au 3 PT, là, on n'est pas au 2 PT, sachant qu'il y a un an pour faire les 2 PT, puisque c'est le syndic et le conseil syndical qui doivent acter et décider d'un 2 PT, donc là, on n'y est pas. Donc aujourd'hui, on est très peu d'acteurs savent comment ça va se matérialiser. Même les syndics ne savent pas comment s'y prendre. Donc là, les syndics aujourd'hui sont un peu, là, je pense qu'ils sont laissés à l'abandon parce qu'on leur a dit, ben, va falloir décider d'un 2 PT. Mhm. OK. Donc ils ont un an pour le faire. Mais ce qui va se passer, oui, effectivement, après, derrière, comme il n'y a pas de sanction, Oui, comme- bah après, c'est vraiment du point de vue des ventes où c'est bloquant en fait. oui, alors pour moi, Donc, ça, effectivement, c'est quand même Mm. la sanction, vous avez raison, elle ne sera pas étatique, mais elle sera plutôt, effectivement, je dirais, l'interdiction de vendre ou de louer. Mais par contre, vous imaginez que ça va se retourner contre les syndics. Parce que c'est les copropriétaires. Alors ça, je vous le dis parce que ça, on le vit déjà, hein. Nous, on a Mm. déjà des copropriétés à Toulouse où des syndics enfin, des copropriétaires ont assigné les syndics pour un défaut de chance, hein. C'est-à-dire qu'ils n'auront plus la capacité de louer leurs biens. Pourquoi? Parce qu'ils disent qu'ils sont classés G. Mm. Eux, Mm. je dirais, leur périmètre d'intervention ne permettra pas de changer d'étiquette. Et donc, effectivement, ils ont pris des conseillers juridiques en disant, mais écoutez, nous, aujourd'hui, s'il n'y a pas d'intervention sur les parties communes, on ne pourra jamais, effectivement, changer l'étiquette de notre bien. Donc, si le bien n'est pas louable, mais, effectivement, les pertes locatives devront être supportées. Ok, Donc, effectivement, intéressant. Ben, oui, donc peut-être que ces cas comme ça vont se multiplier. la contrainte va, effectivement, je pense comme ça, arriver sur cet angle-là. Oui. Moi, je pensais plutôt du point de vue des notaires où en fait, c'est des documents qu'ils doivent Il y aura les deux, exactement. fournir Oui, ah ben, en c'est cas sûr. de vente. Donc, mm. Oui. Alors, sachant que alors après, est-ce que les notaires seront, comment dire, je pense que bon, ils ont tellement de choses à penser, et puis ces gens-là sont vraiment des ultra compétents sur plein de domaines. Après, est-ce qu'ils seront plus qu'ultra compétents et de faire le distinguo entre un 2 PT et un 3 PT, ça, je sais pas. Oui, je sais pas non plus. Mais bon, après, mais dans tous les cas, vous avez raison, ça sera Mm. une pièce à fournir dans le cadre de la transaction. Dans tous les cas, il faudra un minima un 3 PT et normalement un 2 PT. Ouais. Mm, mm. Tout à fait. Bon, bah écoutez, je pense qu'on arrive au terme du temps qu'on avait prévu, mais je vous remercie vraiment pour vos deux interventions. Je pense que ça a répondu à beaucoup de questions. Et puis voilà, donc vous pourrez retrouver le replay de cet événement sur notre chaîne YouTube. Voilà, je vous souhaite à Merci à tous vous. une bonne soirée. Mm. Merci à tous. Merci. Et Merci. merci aux Ciao, ciao. participants. Au revoir. Merci. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir.